Merci Julie pour cette introduction. Eh bien, écoutez, on est ravis de recommencer. L'an dernier, on avait fait une petite session autour de l'enseignement du fait religieux à trois aussi, et on a constaté que ce trio fonctionnait, alors bien, je ne sais pas, enfin en tout cas fonctionnait, et on a souhaité retravailler une autre question qui est autour de la laïcité dans l'enseignement français à l'étranger. Alors, laïcité et vie scolaire. Donc, vous verrez, on va essayer d'organiser notre propos en trois parties. Chacun aura sa propre partie et peut-être pour des commodités d'échange et de discussion, on reportera les questions à la fin de l'intervention. On devrait parler environ un quart d'heure chacun. On s'est donné cette limite-là pour laisser un peu le temps aux échanges, en sachant que ça sera un survol très rapide. Moi, il m'appartient plutôt de faire un peu un point sur quelques fondamentaux sur la laïcité, parce qu'on va s'apercevoir qu'on dit parfois beaucoup de choses et pas toujours des choses appuyées, réelles, confirmées, authentiques. Najla évoquera plutôt le Liban en introduisant déjà une notion de comparativité, de comparaison avec la France et le Liban. Et Zahed essaiera de nous faire discuter, de nous faire réfléchir autour de pratiques très plus concrètes peut-être. Hein. Donc l'idée c'est d'affirmer quelques fondamentaux et puis de travailler ensuite en partant du principe que rien n'est figé, rien n'est acquis et tout est à construire. Donc la première... Voilà, la laïcité vue de France, de quoi parle-t-on? Il nous a semblé important de préciser un peu quelques points. Alors tout simplement d'abord à l'image de cette campagne que vous avez sans doute vue dans le système éducatif français, campagne d'affichage qui date du mois d'août 2021, qui a été très critiquée, vivement critiqué, même par certains organismes, par des journalistes. On a lu beaucoup de critiques. Et ce qui ressortait essentiellement comme critique, c'était le fait d'appuyer surtout la laïcité à la thématique de l'immigration. Alors, on le voit dans les prénoms qui ont été utilisés. Enfin, il y a eu beaucoup d'analyses, mais moi, je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus parce que ce n'est pas vraiment le propos, mais simplement essayer de réfléchir sur les messages qui ont été transmis et qui ont un rapport, ça c'est évident, qui ont un rapport avec la laïcité, mais tous n'ont pas un rapport direct. Alors ça peut être le vivre ensemble. Voilà. Si on vous demandait de définir la laïcité, est-ce que ça peut être le vivre ensemble? Alors c'est ça, être inséparable tout en étant différent, être dans le même bain. Donc là, enfin, on voit bien par derrière, si vous voulez, mais il y a deux niveaux de message évidemment, mais être dans le même bain, bon, c'est être ensemble. C'est un message de complicité. Ça peut, le fait de porter, par exemple, les mêmes couleurs, c'est un message d'amitié, permettre d'être ensemble, voilà. Un message autour de rire des mêmes histoires. Et là, on est dans le bien-être, dans la jovialité, dans quelque chose d'assez sympathique, somme toute. Bon, après, on peut aller un peu plus loin et se dire, mais la laïcité, c'est que ça. Ce n'est que l'amitié, c'est le fait de rire des mêmes histoires ensemble, parce que on peut rire, je dirais, les rabbins, les curés peuvent rire des mêmes histoires, les talibans peuvent aussi même rire des mêmes histoires, mais ce n'est pas forcément un bel exemple de laïcité. Donc c'est quand même quelque chose qui pose question. On met la laïcité sur le plan de l'émotion, sur le plan des émotions, le plan des sentiments, et ça n'a pas forcément à voir avec la laïcité. En fait, sur ces affiches, il y en a quand même trois qui exprimaient quelque chose de la laïcité. Le fait d'être égaux en tous, en tout, hein, c'est le principe d'égalité. L'affiche du milieu, c'est que l'on donne le même enseignement à tout le monde, quelle que soit leur croyance. Là, c'est le principe finalement de la neutralité de l'État et de la neutralité de l'enseignement. Et le troisième point, penser par soi-même, c'est ça aussi la laïcité. Donc, je dirais, voilà, si on voulait sélectionner quand même peut-être trois affiches directement en lien avec ce principe, moi je mettrais ces trois affiches-là. Mais ce que je voulais vous faire peut-être un peu réfléchir sur cette question, c'est qu'est-ce qui ressort du terme de laïcité? Et on verra qu'au Liban, mais c'est sans doute vrai aussi ailleurs, dans notre pays, cette notion de laïcité recouvre, en fait, c'est là la grande difficulté, recouvre des notions très, très différentes d'un pays à l'autre. Mais pour ce qui concerne la France, la laïcité, c'est d'abord une histoire. C'est d'abord une histoire, c'est un mot
français, récent, hein, on sait qu'il apparaît au XIXe siècle, et il est d'origine religieuse, puisqu'on part du laïc qui se différencie du clerc. Donc avant tout, c'était un laïc, et puis donc ça s'est installé à la fin du XIXe siècle, le terme de laïcité, et donc une notion française, mais pas seulement. Il faut avoir en tête que cette notion-là de laïcité, mais dans le sens de séparation des églises et de l'État, ce qui n'est pas son sens unique, apparaît aux États-Unis en 1868, la séparation, mais auparavant, en 1791, le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice. Donc là, on est dans la notion de neutralité. On pourrait citer aussi le Mexique, ou les lois de réforme qui organisent dès 1859 la séparation des églises et de l'État. En fait, pour avoir juste quelques jalons, alors vous avez une vidéo qui est très bien faite, on ne va pas la diffuser là, mais c'est assez bien fait. Peut-être qu'on donnera le lien dans le partage de la vidéo, une petite histoire de la laïcité en 10 minutes, et ça cadre bien, ça permet de bien cadrer les choses, et notamment à destination d'élèves, c'est assez clair. Bon, on pourrait signaler 1648, la fin de la guerre de 30 ans, je passe rapidement les traités de Westphalie, où en gros, on reconnaît 3 cultes, catholiques, protestants, catholiques, réformés et luthériens, et c'est une laïcisation progressive, c'est-à-dire que c'est l'État qui introduit une laïcisation. Et puis, le grand jalon, c'est évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment l'article 10, hein, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La religion est placée comme une opinion. Ça, c'est un changement fondamental. Après, on pourrait dérouler très vite la constitution civile du clergé, puis la politique de laïcisation, et notamment, ça c'est un lien direct avec le Liban, la politique de la création de l'État civil en septembre 1792. Une première séparation de l'Église et de l'État avait eu lieu en Ventose, vous voyez le calendrier républicain, le 3 Ventose, qui est aussi une phase de laïcisation de l'État, 1795. Le Concordat, qui est, lui, un régime des cultes reconnus. Autre pont, je pense, aussi avec le Liban, puisqu'on a un régime des cultes. Alors, on parle de confession, mais on a ici un régime des cultes reconnus. Autre jalon d'histoire, c'est les lois de la fin du XIXe siècle, la fin de l'instruction religieuse, mais il faut préciser, il était précisé que fin de l'instruction religieuse à l'école, à condition de toutefois laisser un jour vacant pour l'instruction religieuse, c'est-à-dire que le catéchisme était fait non plus dans l'école, mais à l'extérieur, mais la République autorisait la vacance d'un jour, c'était le jeudi puis le mercredi, pour l'instruction religieuse. 1886, la loi Goblet, l'enseignement confié au personnel laïque, la loi de séparation des églises et de l'État, et puis l'affirmation de la République française comme une république laïque, démocratique et sociale. Je passe rapidement parce que l'objectif, ce n'est pas de faire un cours d'histoire, mais ce qu'il faut retenir là aussi, et une des ultimes étapes, évidemment, c'est 2004, c'est que tout ça a pris du temps. Vous voyez, 1648, c'est un peu une date de démarrage. 2004, la loi sur les ports ou les signes de tenue manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Et ce texte, le préambule, les principes de cette loi, donc ça s'appuie sur la Constitution en France, la laïcité, avec les 3 éléments essentiels de ce principe de la laïcité qui apparaissent dans la loi. Tout d'abord, le respect de la liberté de conscience. Ce principe, fruit d'une longue histoire, ce que j'ai essayé de dire en quelques mots, repose sur le respect de la libre conscience. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième point, cette loi a pour objectif de garantir l'égalité entre les élèves. On l'a vu donc dans les affiches. Et puis, le troisième point, vous vous souvenez, c'est la neutralité du service public. Voilà, donc le principe fondamental de la laïcité est encore une fois affirmé là. Et vous voyez que la dernière ligne, la loi ne remet pas en cause les textes qui permettent de concilier
l'obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s'ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs enfants. On est dans la loi toujours de 1882. Il n'y a pas eu de modification. Donc, s'il fallait finalement résumer ou s'appuyer sur avoir un schéma un peu, si vous voulez, simplificateur, même pas hein, la laïcité, c'est un principe. Et ça, je crois que c'est important. C'est un principe duquel va découler ensuite la mise en œuvre ou l'application de valeurs. Mais c'est avant tout un principe qui repose sur 3 piliers. Vous l'avez compris, la liberté de conscience, la neutralité de l'État et l'égalité de tous devant la loi. Une fois qu'on a bien en tête ces éléments-là, ça permet ensuite de voir si dans notre pratique quotidienne, finalement, on a les 3. Si on n'a que la neutralité et pas l'égalité, ça ne fonctionne pas, quoi. Il faut les 3 piliers. Voilà. Les 3 éléments sont très, très importants. Alors, ma partie, si vous voulez, est volontairement un peu courte, un peu ramassée, parce que je veux laisser la parole à mes collègues. Vous voyez que là, l'électricité vient de se couper, donc ça va revenir normalement. Voilà, donc là, pour finir sur deux exemples de textes qui pourront faire la liaison avec la deuxième partie, davantage consacrée au Liban. Donc voilà, ce principe, ça c'est le lien aussi avec l'intervention, qui construit le citoyen. C'est ça un peu notre idée de fond. 2 textes, un peu plus long, de Delphine Orviller, dont on parle beaucoup, qui est rabbin, qui vient d'écrire un très beau petit livre, Vivre avec nos morts, que je vous conseille, alors qui n'a rien à voir avec la laïcité, mais qui évoque néanmoins dans un chapitre, le chapitre Elsa, cette notion de rabbin laïque. Et ça a attiré mon attention parce que je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire imam laïque, curé laïque. Bon, rabbin laïque, et d'elle-même, elle dit, hein, cette expression que certains jugeront absurde, est venue raconter une vérité profonde que je peinais à formuler. La laïcité française n'oppose pas la foi à l'incroyance. Donc je vous laisserai le lire. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille et ceux qui croient qu'il est mort. Elle n'a rien à voir avec cela. Et la laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions. Et j'ai trouvé cette phrase-là une très bonne illustration de ce qu'on peut observer dans certains pays. En France, l'idée c'est ça, la laïcité ne sature pas, hein, l'espace n'est pas saturé par des convictions. Elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Elle empêche une foi ou une appartenance de saturer tout l'espace. Donc, elle laisse de la place. Elle dit même la laïcité est une transcendance. Alors, certains ont voulu en faire une religion. Elle parle de transcendance, ce qui est peut-être différent. Pourquoi? Parce que la laïcité est plus grande qu'elle, finalement. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance qui peut accueillir celle d'un autre venu y respirer. Et là, ça fait écho à la deuxième citation qui est de Jean-Christophe Deberre. Au fond, la laïcité est une affaire de droit et de droit humain. Je pense que voilà, vous l'avez compris avec le tableau rapide que j'ai fait depuis la Révolution française, où l'affirmation de la laïcité se fait par le droit. Donc, c'est d'abord une question de droit et de droit humain. Son socle, c'est la dignité. Son vecteur, une pédagogie de la rencontre, ce qui est un lien finalement qui m'a semblé, moi, à faire avec le texte de Delphine Orviller, la dernière phrase. Donc, la laïcité peut accueillir un territoire plus grand que ma croyance, qui peut accueillir celle de notre venue y respirer. Là, on est vraiment dans la notion de rencontre, de construction de la citoyenneté, c'est-à-dire d'échange avec... Alors, de ce terme qu'on utilise beaucoup, du fameux vivre ensemble, mais en même temps, c'est un principe qui permet aussi que les élèves, là je fais le lien avec mes 2 autres collègues, que les élèves puissent vivre, respirer au sein d'un même établissement scolaire. Je vais arrêter mon partage pour laisser la parole à Najla. Comme vous le voyez, M. Javel nous a donc présenté ce cheminement de la laïcité en France, comment la laïcité a constitué un point de départ finalement pour construire la citoyenneté à la française, pour construire l'éducation
nationale et républicaine française, nous allons voir un peu au Liban comment cette laïcité elle est vue et de quoi parle-t-on quand on parle de laïcité au Liban. Et d'ailleurs, je partirai de cette citation de M. Jean-Paul Delahaye qui dit seule une laïcité bien comprise est une laïcité bien transmise. Et donc, le problème pour nous, il est là. Vous voyez un peu dans mon diaporama, on parle de la laïcité vers la construction du citoyen, vers l'école, vers les valeurs de l'école. Est-ce qu'on peut faire pareil au Liban? Nous allons découvrir un peu comment cette laïcité d'abord, elle est comprise au Liban pour savoir si on peut la transmettre telle qu'elle est comprise. Je partirai donc déjà de l'étymologie du mot. En arabe, le mot laïcité, il a son équivalent, il n'est pas traduit, il a son équivalent qui est almaniya. Et almaniya, c'est un terme qui a été d'ailleurs utilisé au Xe siècle en Égypte par un archevêque copte, Sawarios ibn al-Muqaffa, qui avait donné ce terme pour qualifier à l'époque l'existence donc de cette approche de la vie en dehors du clergé et en dehors de la vie religieuse. Et le mot almaniya en arabe, il vient de deux mots. Il vient du mot alam, et ça veut dire le monde de la terre, et il vient de ilm, et ça veut dire science. Donc déjà, dans la terminologie utilisée, c'est quelque chose qui est en rapport avec la science et qui est en rapport avec le monde, le quotidien du monde dans la vie. Et donc, du coup, il exclut totalement la laïcité d'un concept, d'un principe qui pourrait être un principe à suivre, un principe à comprendre, un principe qui permet le vivre ensemble, qui est rassembleur, qui est inclusif. Les préjugés autour de la laïcité, donc ils viennent de là, au Liban, eh bien c'est bien que l'identification de la laïcité au scientisme, on considère la laïcité comme négative, donc c'est quelque chose qui est contre le clergé, qui est contre les religions, qui signifie être athée, ne croire en rien, contre les croyances, etc. Et en plus, on la réduit donc à une catégorie de personnes. C'est le projet de laïcité, c'est le projet, ça serait donc de ceux finalement qui seraient la 19e confession du Liban. Parce qu'au Liban, on a 19 confessions. Donc, elle souffre déjà dès le départ de méconnaissance, d'incompréhension. C'est pour cela, les gens, quand ils ne comprennent pas, quand ils ne méconnaissent quelque chose, eh bien, ça déclenche l'intolérance à partir de l'ignorance. Et certainement, les gens, dans ces conditions-là, eh bien, on s'arrête on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne comprend pas, et du coup, ça a développé cette hostilité au concept parce que c'était un concept menaçant pour les gens dans leur quotidien. Cependant, il y a eu quelques tentatives d'explication qui permettraient aux gens de comprendre et de pouvoir accepter cette almaniya telle qu'elle est définie. Et c'est un père, en fait, catholique, d'ailleurs appelé le Père Rouge, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le Père Grégoire Haddad, il est décédé en 2015. Lui, il a créé un mouvement social et il a beaucoup travaillé, exactement comme l'Arabie laïque, il se prétendait un curé laïque. Et il a dit, pour moi, la laïcité,
c'est le principe de l'autonomie du religieux par rapport au politique et la neutralité du politique par rapport à la religion. Mais personne n'avait accepté cette explication-là parce que vous allez comprendre pourquoi et comment le Liban a été construit et la société libanaise a été construite. D'abord, je me suis penchée pour vous dire sur la constitution libanaise. Et j'ai regardé toutes les pages de la constitution libanaise. Le mot laïcité est prononcé dedans 0 fois. Pas une seule fois dans la constitution libanaise. La seule phrase comme ça qui évoque une allusion à la laïcité et au principe de la laïcité, c'est une phrase orpheline dans le préambule de la Constitution et qui parle de la suppression du confessionnalisme. Elle ne parle même pas de la laïcité, elle parle de la suppression du confessionnalisme politique et elle dit qu'il constitue un but national, mais sur lequel il faudrait œuvrer par État, c'est-à-dire avec le Inch'Allah libanais. Dans le futur, on pourra un peu supprimer le confessionnalisme et construire vraiment un État. Par comparaison entre la Constitution française et la Constitution libanaise, on trouve que dans l'article 1er de la Constitution française, la France est une république indivisible laïque. Déjà le mot laïque dès le premier article, et qui parle de sans distinction d'origine, de race ou de religion, et qu'elle respecte toutes les croyances. Donc déjà les termes, les mots utilisés, race, origine, religion, croyance, c'est quelque chose de vaste qui permet d'englober, que la laïcité permet d'une manière inclusive. On ne parle pas de la laïcité et des droits de l'homme et de la charte des droits de l'homme, etc. dans la constitution libanaise qu'à partir de l'article 9. Et regardez comment ça commence. La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l'État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leur intérêt religieux. Voilà. On est là, on parle de confession et le reste n'existe pas. On n'est pas reconnu. Le citoyen n'est pas reconnu. C'est les confessions qui sont reconnues. Ce n'est pas l'individu qui est reconnu, c'est les confessions et l'individu appartenant à la confession qui est reconnu. Comme par hasard, après cet article 9, on arrive à l'article 10, qui parle de l'enseignement. Ce n'est pas un hasard qu'il parle de l'enseignement tout de suite après la définition de ce que sont les confessions et qu'est-ce que c'est la liberté de conscience. L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. À partir de là, le mot dignité des confessions, c'est pas nous qui allons savoir quand la dignité elle est touchée ou pas. Si on parle d'une confession ou dans l'ordre de la liberté de parole, c'est la personne qui appartient à cette confession et la confession elle-même qui va définir
quand est-ce que sa dignité est touchée et quand est-ce que sa dignité n'est pas touchée. Parce que c'est elle qui définit le cadre de liberté envers cette confession et non pas la loi qui définit quel est le cadre de liberté. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve de prescriptions générales sur l'institution publique édictée par l'État. Leurs écoles. D'ores et déjà, le système confessionnel s'autoprotège en assurant la pérennité par un enseignement religieux, par un enseignement des écoles religieuses. Les religions, les confessions ont le droit d'avoir leur propre enseignement. Et donc, c'est là où nous, on va trouver notre place. Si on décline sur le système libanais et sur le contexte libanais, la place de nos écoles, il y en a 5 au Liban. Sur les 54, je pense, qui appliquent le système français et qui font donc homologuer et qui font tout le programme et l'éducation à la française, eh bien, il y en a juste 5 qui peuvent se prétendre écoles laïques. Et le reste, non. C'est des écoles de confession, des écoles religieuses. Et ça, c'est quelque chose qui va renforcer vraiment nos écoles. Parce que voilà qu'on affirme un premier jalon, une identité différente dans l'enseignement au Liban. Une petite comparaison par rapport à la France et au Liban. La liberté de libre conscience en France, elle est pour tous les citoyens et individus sans aucune restriction, y compris les non-croyants. La liberté religieuse, et pas la liberté de conscience, mais la liberté religieuse pour les citoyens et individus au sein de leur confession. Il y en a 18 reconnues au Liban. 18 confessions reconnues. Donc, exclusion des athées, des agnostiques, des indifférents, etc. Donc, à partir de là, ici, pour nous, c'est quoi? La communauté, c'est la confession. Et en dehors de cette communauté, on n'existe pas. C'est ce qui crée le communautarisme chez nous au Liban. On n'existe pas en tant qu'individu dans la société si on n'appartient pas à une de ces confessions, à une de ces 18 confessions libanaises. On n'existe pas. Si je ne suis pas grec orthodoxe, si je ne suis pas maronite, si je ne suis pas druze, si je ne suis pas chiite, je n'existe pas. Au point même où si on n'a pas le droit de voter, on ne vote pas parce qu'on n'appartient pas à un vote, à une communauté pour le vote. Parce que vous allez découvrir aussi comment on vote aussi au Liban et quels sont vraiment les obstacles à cette laïcité. Donc la liberté religieuse chez nous est un principe constitutionnellement protégé, mais surtout c'est un bien suprême pour les Libanais, se confondant à l'individu et aux citoyens. Donc, on n'existe pas si on n'appartient pas à cette religion. Regardez la différence. Le principe de laïcité en France, c'est une séparation nette entre les églises et l'État. M. Javel nous l'a bien spécifié, c'était la loi qui vraiment a séparé l'Église de l'État. Au Liban, le principe de laïcité, il est compris comme la cohabitation des différentes confessions. Voilà ce qu'est la laïcité au Liban. L'idéal républicain pour une identité collective en dehors des religions, voilà ce que garantit la Constitution française. Au Liban, l'individu est un fidèle avant de se définir citoyen. On est fidèle avant d'être citoyen.
L'égalité de la population, des individus, des citoyens, elle est basée sur la neutralité de l'État en faisant de la foi une affaire plus privée, une affaire personnelle. Au Liban, l'égalité, elle repose sur l'attribution des postes en fonction de sa confession religieuse. Voilà. Il y a une égalité entre les députés libanais. Il y en a 64 musulmans et 64 chrétiens. Voilà qu'est-ce qu'on appelle égalité. Et dans ces 64, il y a autant pour les Druzes, autant pour les Maronites, autant pour les Chiites, autant pour les Sunnites. Et voilà ce qu'on cherche à faire en prétendant parler d'égalité entre les individus. Il y a un concours pour une fonction publique de l'État. C'est défini dans les règles du concours. 3 Druzes, 12 Sunnites, 5 Maronites, etc. Voilà comment on prétend être dans les postes de l'État, adhérer à l'État, faire partie de l'État ou devenir fonctionnel. Et ça, nous allons le voir vraiment dans la représentation qu'ont les élèves de ce système de fonctionnement. En travaillant le diaporama et l'intervention, je discutais avec Zahid et à un moment, Zahid m'a parlé d'une séance de l'inter-CVL, n'est-ce pas Zahid? En 2015, c'était, je pense, donc l'inter-CVL au niveau mondial qui a eu lieu. Et Zahid avait travaillé avec les élèves de l'inter-CVL sur qu'est-ce que c'est que la laïcité. Et c'était vraiment significatif les représentations qu'on a obtenues des élèves français, des écoles françaises, et de nos élèves dans nos propres écoles, qui sont aussi des écoles françaises aussi, mais quelle était la différence, les différentes perceptions de la laïcité. Nous voyons ça, c'est l'exemple, c'est la carte mentale établie par des élèves français de Paris, je pense. Donc on voit très bien la laïcité, l'humanité, l'aspect humanisme, le vivre ensemble, la neutralité, et nous avons la plus grande part à la République, aux valeurs de la République, à l'État, à son rôle dans la construction de la citoyenneté, la construction de l'individu citoyen. Et voilà ce qu'est la laïcité pour nos élèves libanais. Et on voit une absence totale de l'État, une absence totale de la citoyenneté construite par l'État avec un projet de construction de citoyens, et on voit que nos élèves, ils ont cet aspect que vous avez d'ailleurs qualifié aussi de sentimental, monsieur Javel, et de émotionnel, etc., sur le quotidien des élèves. Et effectivement, nos élèves dans nos établissements, eh bien, voilà ce qu'ils vivent au quotidien. Et vous voyez que c'est vraiment un ensemble de valeurs qu'ils vivent dans nos établissements, mais qui n'a rien à voir avec un principe de construction de l'État, parce que l'État est totalement absent et parce que ce sont les confessions qui sont l'État. C'est pour cela comment se présente la situation dans nos établissements. Voilà, on a un établissement de la mission laïque avec 18 confessions identitairement différentes. Et nous accueillons nos élèves. Des élèves, et je m'excuse, c'est un peu en anglais, mais je n'ai pas eu le temps de traduire et de changer un peu l'anglais en français, mais on est dans un système de trilingue, donc j'ai gardé en anglais. Et on voit très bien que chacune de ces confessions, elle a son propre système de valeurs, elle a sa propre réalité, et nous accueillons cette diversité de ces systèmes de valeurs, de ces systèmes, ces filtres culturels et intellectuels et ces réalités totalement différentes. Eh bien, nous, comment nous allons les accueillir? Et qu'est-ce qui fait que nous
les accueillons différemment que les autres écoles libanaises. C'est que dans les autres écoles libanaises, et je parle des écoles religieuses, qu'elles soient du côté musulman, qu'elles soient du côté... C'est vrai qu'il y a une mixité des élèves, mais il y a une dominance, il y a un projet confessionnel qui est enseigné, qui est donné, la construction d'un individu qui est fidèle à sa confession avant d'être citoyen. Et c'est dans cette approche qu'ils ont qu'ils font de la tolérance des autres. Je donne un exemple. Lors de l'enseignement de la catéchèse, par exemple, dans une école religieuse à côté de chez nous, des sœurs, eh bien, pendant les heures de catéchèse, les élèves musulmans apprennent le savoir-vivre. Ils ont des heures de savoir-vivre pendant que les autres ont la catéchèse. Et là, on n'est pas du tout dans un enseignement commun, dans un enseignement qui est une école. On a plusieurs écoles différenciées, même dans l'approche de l'enseignement. Et nous, voilà ce qu'on offre. On vient non pas avec nos filtres à nous qui sont une 19e confession, nous arrivons avec une ouverture, nous arrivons avec une laïcité inclusive, une identité inclusive. Et c'est de ça que Zahid va pouvoir nous parler tout à l'heure quand on va passer la parole à Zahid. Il va nous donner ces différents exemples, comment c'est vécu. Mais je veux terminer juste sur un exemple de ce que nous, on fait dans nos établissements et de la particularité de cet enseignement que nous dispensons et qui est vécu d'une manière implicite et que nous cherchons à rendre plus explicite. Quand on organisait les élections du CVL chez nos élèves, là, les élèves étaient en train de faire leur profession de foi, etc. et tout. Et à un moment, un élève dit « Madame, vous voyez, on apprend la démocratie. » J'ai dit « Oui, vous apprenez la démocratie. Mais la démocratie, pourquoi vous ne l'apprenez pas à l'extérieur de l'établissement ?» Et il me dit « Mais si, bientôt à 18 ans, je vais voter. » Et j'ai dit « Comment nous, on fait les élections? Est-ce qu'on prend les mêmes critères que ce qui se passe dans l'État libanais? Est-ce que moi, je te demande, je dis, voilà, je vais avoir 2 élèves sunnites, 2 élèves chiites, les élèves de 6e, un druze et un, etc. Ou bien on a la possibilité de le faire sans qu'il y ait allusion à votre appartenance religieuse. Et l'élève, il était étonné. Il m'a regardé, il m'a dit, je n'y ai jamais pensé de cette façon-là. Et moi, je pense qu'il va falloir qu'on soit plus explicite dans notre laïcité, dans les pratiques de notre laïcité. Il faut nommer ce que j'appelle moi ce neurone connecteur, parce que c'est effectivement ce neurone connecteur qui va pouvoir nous permettre de faire ce parcours citoyen en mettant en connexion toutes les valeurs humanistes qu'on dispense dans nos établissements. Et je vais laisser la parole à Zahid qui va nous parler du quotidien de la vie scolaire. Vas-y, Zahid. Merci, Najla. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Dominique. Merci, Najla. Voilà. Bon, pour une pratique de la laïcité dans nos établissements, donc vous avez bien compris à partir de ce que Najla vient d'évoquer que pour nous, pour les établissements de la mission laïque française, c'est une question d'identité aussi. Je vais parler du nous, ce qui se passe dans nos établissements au Liban. Et je vais partir de ce contexte de crise libanaise
le Liban connaît des crises multiples depuis quelques années, des crises économiques, des crises politiques, financières, monétaires, des crises variées qui ont touché surtout le monde de l'éducation et qui se sont traduites dans nos établissements par une baisse des effectifs que nous avons connue majoritairement dans nos établissements au Liban. Et tous les jours, on se pose des questions. Pourquoi les parents devraient taper à notre porte? Qu'est-ce que nous offrons dans nos établissements que les autres n'offrent pas? Quelle est notre place par rapport à la concurrence? Et je remercie Najla d'avoir précisé qu'au Liban, il y a de la concurrence, parce que souvent, les parents ignorent ce que nous faisons. Peut-être ils mettent derrière le mot laïcité tout simplement le système éducatif français. Donc, ils sont dans une école française. Et des écoles françaises, il y en a au Liban aujourd'hui, et ils sont 55. 55 établissements à programme français. Donc, les questions qu'on se pose tous les jours, qui sommes-nous? Quelle est notre vision? Quelles sont nos missions? Et on se rend compte que tout est effectivement dans le titre. Ce titre qu'on a un peu oublié, Mission laïque française. Donc déjà, c'est une mission. Nous avons une histoire au Liban, une histoire très importante, plus d'un siècle au service de l'éducation au Liban, déjà. Et nous avons quand même, si je peux me le permettre, nous avons vécu une sorte d'oubli, de passivité. On a considéré que les choses étaient acquises pour nos personnels, pour les parents, pour nos élèves, alors que finalement, ils ne le sont pas. Et il est temps de nous poser vraiment des questions, de nous demander qu'est-ce qu'on fait à destination des parents, qu'est-ce qu'on fait à destination du personnel. Moi, je vais vous donner un exemple. En septembre 2019, nous avons vécu un moment très, très fort, un moment agréable, lors du séminaire de la rentrée du réseau MLF Liban, où 900 personnels de tous les établissements de la mission laïque française étaient réunis dans un amphithéâtre pour écouter une intervention autour de l'éthique professionnelle, autour de la laïcité. Sauf que, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça faisait 28 ans que j'exerce dans l'établissement et que pendant 25 ans, parce que là, déjà, il y a 3 ans, ce séminaire, et pendant 25 ans, personne ne m'a parlé de laïcité. Donc, on m'a laissé tout seul. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à un professeur de mathématiques nouveau recruté? Comment on l'a accueilli? Est-ce qu'on lui a parlé de laïcité? Est-ce qu'on l'a écouté? Est-ce qu'il a pu exprimer sa représentation de la laïcité? Quel outil, quelle formation pour la prise en charge des élèves? Quelle contextualisation? Est-ce qu'on a expliqué à un élève élu qu'il était élu au sein de son établissement indépendamment de son origine, de sa couleur de peau, de sa confession, alors que tout simplement, juste à côté, dans la cité, les choses se passent différemment. Et Najla a bien fait de nous préciser que l'équilibre au niveau des confessions était très, très important et, dans la ville et dans le pays. Donc, on se dit qu'il est temps de mettre des mots sur nos spécificités. La laïcité et la vie scolaire. Parce que nous avons aussi des réussites. Pourquoi la vie scolaire? Parce que la vie scolaire, la laïcité, parce qu'il faut qu'on construise cette identité laïque, il faut travailler sur la construction et l'affirmation de notre identité laïque, mais aussi la vie scolaire parce que ça va nous permettre de pratiquer cette laïcité, de faire vivre
de mettre les élèves en situation de mettre les élèves en action, de concrétiser. Et c'est par le biais des outils qui existent, mais en quelque sorte qui ne sont pas très, très vivants. Il faut les faire vivre. Et souvent, c'est le seul moyen de transmettre le message. Ce n'est pas uniquement par les mots, c'est par l'action. Parce que je suis sûr et certain que nos élèves, quand ils se sont mobilisés massivement pour aller nettoyer les rues de Beyrouth suite à l'explosion de Beyrouth du 4 août, ils ont beaucoup appris à côté de l'autre, plus qu'ils n'ont appris au sein de l'établissement quand on leur a donné une simple définition de la laïcité dans un cours d'histoire. Construire et affirmer une identité laïque, oui, une identité concerne tous les membres de la famille. Ce n'est pas uniquement le père, ce n'est pas uniquement la mère, c'est tout le monde dans la famille. Et de la même façon, une identité laïque dans nos établissements concerne tous les acteurs de la communauté scolaire. Je dirais tous les acteurs de la communauté éducative, et je veux bien inclure les parents. Quand je parle de tous les acteurs, je pense aussi à l'endroit qui va réunir tous les acteurs. Les instances, c'est un outil qui est là, qui existe, les instances réglementaires, le CVL, le CVECO, le conseil d'établissement. Et en parlant des acteurs, je parle de l'équipe de direction. Et en parlant des acteurs, je parle de l'institution. Je parle de définir un axe prioritaire dans le projet d'établissement, un axe prioritaire de la politique éducative qui concerne la laïcité. Faire vivre les débats, arriver à un consensus, à un commun. Najla vient d'exposer les travaux d'élèves parisiens qu'on a retrouvés depuis 2015 dans le cadre de la préparation des élèves à la participation au CAVL de Paris. Eh bien, que les élèves soient parisiens ou que les élèves soient libanais, ils avaient quelque chose en commun. L'égalité, la fraternité, la liberté, qui n'en voudrait pas? Il est tout à fait possible d'arriver à ce commun pour construire dessus et pour élaborer la charte de la laïcité des établissements de la mission laïque française au Liban et ailleurs. Une charte connue, approuvée, affichée partout dans le monde. Du moment où nous avons instauré ce document cadre, nous pouvons passer à faire vivre cette laïcité et pratiquer la laïcité. Faire vivre une laïcité active, apprendre la démocratie scolaire, faire vivre l'exercice citoyen, favoriser les rencontres. Et quand je dis des rencontres, je parle des rencontres intercycles, interniveaux, interétablissements, connaître l'autre. Au Liban, nous avons la chance d'avoir 5 établissements situés dans des zones géographiques différentes. Organiser des rencontres entre les établissements, ça ne peut qu'enrichir le parcours de l'élève. Organiser des débats, créer des moments forts, créer des rituels, planifier des journées citoyennes, des journées autour de l'engagement, de l'environnement, créer le lien, donner du sens et surtout travailler dans la durée. Parce que nous avons une richesse au Liban, c'est les élèves sont scolarisés de la petite section jusqu'à la terminale. 15 ans de scolarité pour un élève. Le parent, quand il nous confie son enfant, il nous le confie pendant 15 ans. Et 15 ans, vous savez mieux que moi, c'est une éternité. On peut faire quelque chose. Et on peut amener l'élève à
travailler différemment, à provoquer le changement. Parce que souvent, nous avons pris conscience avec le temps, et ça, je parle sous contrôle de Najla, nos bacheliers, quand ils se rendent au post-bac, dans le supérieur, ils sont frappés par la réalité. C'est très violent pour un lycéen de sortir d'un établissement de la mission laïque française et d'aller puisque nous n'avons pas fait le nécessaire, nous n'avons pas mis des mots sur ce que nous faisons, nous n'avons pas explicité, quand il va se trouver à l'université, vivre des élections du comité des élèves à l'université, eh ben c'est violent. Parce que là, il va trouver un autre monde, le monde de la réalité libanaise. Donc, soit il va être déçu et il va souvent aller chercher ses copains de l'école pour essayer d'être à l'écart. Et nous ne voulons pas ça. Notre mission, elle veut qu'il aille jusqu'au bout et qu'il provoque le changement. Et n'oubliez pas, surtout, de valoriser le travail, de valoriser l'engagement de l'élève. Donc, tout simplement, il s'agit de formaliser dans les établissements un parcours citoyen. Ne pas oublier de contextualiser, ne pas oublier qu'à l'étranger, nous sommes des invités. Nous sommes des invités. Ce qui se fait au Liban, c'est différent. Ce qui est accepté au Liban, c'est différent de ce qui est fait en France ou dans un autre pays. Il faut toujours chercher à contextualiser et à trouver le lien. Après tout, il s'agit de la mission laïque française et non pas de la mission laïque à la française. Je vous remercie. Juste pour faire le lien avec ce que disait Zahed et ce qu'a dit Najla, évidemment, il existe une communauté qui a été créée l'an dernier qui s'appelle Enseigner les faits religieux. Je pense qu'il faudrait peut-être l'élargir et changer le titre et mettre laïcité et faits religieux ou laïcité et enseignement des faits religieux. Ça pourrait être le lieu. Alors là, voilà, je m'adresse aussi à Julie et puis à tous les participants de réfléchir ensemble sur la création, sur cet appel à la création d'une charte de la laïcité, non pas de la mission laïque française, mais une charte de la laïcité adaptée à nos établissements. Parce que quand on lit évidemment la charte de la laïcité telle qu'elle est faite, telle qu'elle est élaborée par la République française, on ne peut pas l'afficher telle qu'elle. Au début, on s'est dit oui, on va l'afficher parce que l'établissement français, en fait, non, on est des établissements nationaux, locaux. Et ce que disait Zahed, ce n'est pas de la mission laïque à la française. Donc, je pense que ça pourrait être le lieu où on pourrait sans doute développer, échanger. Donc, moi, je vous invite à vous inscrire à cette communauté de façon à ce que nous puissions partager nos idées, nos projets. Alors, on lance ça, on n'en a pas parlé avec Michel Bure ou avec Julie, mais on s'est dit tous les trois que ça pourrait être intéressant de créer un document estampillé mission laïque, la charte de la laïcité de la mission laïque française. Merci beaucoup. Alors, je fais suite à votre intervention où j'ai été, et pas toute seule, émue aux larmes de vous entendre sur certains aspects. J'ai envie de dire que et je suis heureuse qu'on ait pu enregistrer toutes vos interventions plurielles et profondément complémentaires. Dominique, c'est toi que j'ai en face, mais je vous le dis à tous les trois, elle devrait, et Sarah est là, donc c'est une petite oreille attentive, elle devrait être obligatoire et entendue par chaque personnel entrant et mettant un pied au Liban dans un de nos 5 établissements. Et elle devrait même servir de support plus largement au questionnement que pourraient avoir les autres réseaux sur cette notion de laïcité. Ce que vous avez dit est essentiel et le premier pas pour mieux penser ces questions d'interculturalité, en fait. Alors, j'ai retenu quelques phrases clés et merci. Vous écoutez, ça a été un bonheur pour moi de pouvoir tweeter derrière. Dominique, la laïcité, c'est faire vivre et respirer au sein d'un établissement tous les élèves. Mais ça, c'est beau, ça s'affiche et ça se garde. Najla, faire vivre 18 confessions identitairement différentes, c'est le défi que relèvent tous les jours les écoles de la mission laïque française. Et Zahed, ce n'est pas par les mots, mais par l'action que cette laïcité peut vivre avec des exemples bienvenus. Donc, je vous remercie tous les trois et puis je laisse la parole à tous ceux qui auraient des questions et je ne doute pas qu'il y ait des questions et des commentaires suite à cette intervention que je qualifie mais vraiment magistrale.
émouvant et très juste. Pardon, j'ai eu des problèmes de micro au début, je vous ai entendu, mais je n'ai pas pu intervenir. Bonsoir à toutes et tous et grand merci à Najla, Zahed et Dominique pour cette deuxième contribution à la semaine de la citoyenneté, si je prends également celle de l'année dernière. Et je vois le soin que vous prenez pour faire évoluer aussi avec l'actualité les propos de votre intervention. Je suis vraiment, et je rejoins Julie, totalement ému et admiratif de votre complémentarité, de la précision de vos termes employés, de vos mots. Nous sommes dans l'interculturalité que nous a proposé Sarah en début de semaine. C'est une semaine de la citoyenneté, en effet, propre à la MLF et vous nous grandissez à intervenir comme vous le faites. Donc, merci infiniment et merci à tous nos amis du Liban qui vous faites vivre la laïcité alors avec le paradoxe qu'elle n'existe pas, comme l'a dit Najla, dans la Constitution. Donc, c'est d'autant plus remarquable.